regardez TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour et bienvenue à l'émission Vivre Ensemble. Mon nom est Jean-Marie Vianney. Allez, ce matin, nous allons parler de leadership féminin, donc de prendre sa place, de faire sa place en tant que leader de la communauté de la région de la capitale nationale. J'ai le plaisir d'introduire pour cette émission la directrice de accompagnement femmes immigrantes de l'Outaouais, Bettina Bélizer. Bienvenue à l'émission. Merci Jean-Marie, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de parler avec vous aujourd'hui de tout ce qui concerne les femmes. Oui. Alors déjà, comment nous sommes dans un temps particulier de l'année, donc la COVID, la pandémie est là, et on était en confinement et on commence à sortir progressivement de ce confinement-là. Vous avez vécu ça comment, vous, en tant que personne, maman de famille et chef d'entreprise que vous dirigez? En fait, la COVID, c'était comme une période inimaginable pour tout le monde, oui. si tu me demandes, parce que nous, on ne s'attendait pas à ça. Donc, du jour au lendemain, pendant des rencontres, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Et puis, on doit fermer le bureau, on doit fermer boutique. Et puis, on doit changer ou repenser toutes nos façons de faire. Oui. Donc, c'était un moment, je dirais, d'incertitude. Oui. On dirait que même nos gouvernements ne savaient pas trop comment s'y prendre et nous, on devait leur faire confiance et s'en remettre à eux, oui. Et suivre les consignes qu'ils nous donnaient. Donc, c'était assez difficile comme personne à gérer, comme maman à expliquer à un enfant, oui. Et comme directrice à gérer des employés, oui. À distance et à les réconforter. À donner des directives. Exactement. Je ne dois pas être la seule superviseure directrice qui a eu ce genre de défi. Donc, on en parle beaucoup dans le communautaire, comment s'entraider là-dedans, comment se mettre nos forces ensemble. Donc, si je comprends bien, il y a eu un gros impact déjà au niveau individuel et puis au niveau de votre entourage. Absolument. Et puis au travail, on a dû fermer. On ne savait pas trop quel financement allait être coupé parce qu'on vit beaucoup des subventions du gouvernement, particulièrement du ministère de l'Immigration. Donc, c'était beaucoup de moments d'incertitude pour les travailleuses. Et puis, eux aussi, ils doivent communiquer ça à leurs enfants et à leur famille. Donc, c'est de voir quand même le côté humain, mais quand même assurer la productivité là-dedans. Exactement. Donc il a fallu comme une remise en question de beaucoup de choses au niveau de la structure même, la façon de fonctionner, de voir les choses aussi. Et ce côté-là, je dois t'avouer que je trouve qu'il y a du positif là-dedans. Oui. Donc, c'est de voir comment on fonctionnait. Est-ce qu'on est obligé de continuer à fonctionner comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Moi, je dis déjà qu'il y a certaines choses qu'on a mis en place qu'on va garder, oui. pour le futur. Donc, comment structurer le travail, comment s'assurer assurer un suivi et prévoir en fait ce genre de coûts pour le futur. Oui. Et j'imagine que vous servez une clientèle qui est quand même fragile et à risque, où des gens viennent avec beaucoup de une histoire. Donc ces gens-là ont vécu ça comment? Ça doit être un peu plus difficile. Très difficile. Je dois dire que au départ, nos bailleurs de fonds nous disaient pas grave si vous respectez pas vos quotas ou tout va aller bien. On comprend, c'est difficile. Mais en fait, on a dépassé nos quotas parce que les demandes ont augmenté. Puis il y a des semaines où 40% de nos demandes étaient par rapport à la COVID. Oui. Et c'est une communauté très fragile qui n'ont pas nécessairement accès à l'information. Certains ne parlent pas encore le français. Donc, c'est comment les accompagner là-dedans et s'assurer qu'ils ont l'information la plus à jour. Oui. Il y avait beaucoup de questions. Je viens d'arriver, je suis encore à l'hôtel. Qu'est-ce que je fais? Donc, la crise du logement, ça a pris une ampleur disproportionnée. Oui. Non, la COVID n'a pas touché tout le monde de la même façon. De la même façon. Et santé mentale, on a beaucoup eu de questions par rapport à la santé mentale également et la violence conjugale. On a eu beaucoup de cas. Et donc, ça va laisser... c'est une crise qui va laisser des séquelles, si je comprends bien. Et beaucoup de séquelles, elle n'est pas finie.
mais elle met sur la table beaucoup de questions importantes qu'on va devoir traiter. Oui. T'sais. Et puis donc, passer à une émission comme celle-ci, quel soutien, quel message vous pouvez envoyer peut-être aux gens qui se posaient la question, moi, comment est-ce que je peux apporter mon aide, comment est-ce que je peux contribuer une plateforme comme celle-ci, quel message vous voulez passer à ces gens-là? Oh mon Dieu, il y a beaucoup de façons que vous pouvez apporter votre aide et on en a besoin plus que jamais parce que c'est un moment où on doit tous se mettre ensemble et être solidaires. Donc, il y a plusieurs plateformes qui existent pour faire du bénévolat. Donc, c'est vraiment de déterminer où vous voulez faire le bénévolat et essayer de rejoindre des organismes qui vont en ce sens-là. Parce que l'aide, on a besoin d'aide en ce moment. Et les bailleurs de fonds, vous en avez quand même parlé, qu'il a fallu réajuster notre tir, réajuster nos manières de faire. Et certains y voient du positif. Vous avez vu du positif dans certaines manières qui doivent certainement rester. Et d'autres ont eu quand même la difficulté aussi surtout à rejoindre, à avoir les quotas qu'il fallait, à la reddition des comptes et tout ça. Votre structure, j'imagine qu'elle va continuer quand même à donner, à rendre des services à la population. On va continuer à rendre des services à la population. On a modifié plusieurs de nos programmes pour ça. Oui. Puis, en termes de reddition de comptes, moi, je trouve que la discussion devrait avoir lieu définitivement. Elle est en train d'avoir lieu entre les bailleurs de fonds et les organismes subventionnés parce que elle ne va pas être nécessairement facile. Et beaucoup de choses ont dû être réajustées pour pouvoir répondre aux besoins ponctuels. Ce n'est pas nécessairement les besoins ou ce qu'on avait prévu. Par exemple, nous, la célébration de la Journée internationale de la femme a dû être annulée. Donc, mais comment on peut faire pour quand même avoir un événement, quelque chose, mais réajuster le thème peut-être et puis repenser en fait comment on le fait. Mais ça se fait, c'est une discussion. Et puis moi, jusqu'à présent, j'ai trouvé nos bailleurs de fonds exceptionnels par rapport à ça parce que la conversation a lieu. Et ils sont très flexibles par rapport à leur façon. Et j'imagine qu'il y a des enfants aussi qui sont impliqués. Il y a beaucoup de choses, des mamans qui ont des enfants, des femmes qui ont des enfants, qui ont des familles. Est-ce que cet encadrement au niveau des enfants était... ça se faisait de manière... Je pense qu'on aurait pu faire plus. Oui. On aurait pu faire plus. Il y a eu de belles initiatives, par contre, mais on aurait pu faire plus. En ce moment, on a des mamans qui travaillent à la maison. On a des mamans qui sont à la recherche d'emploi, mais qui doivent aussi garder leurs enfants. Donc, comment gérer sa santé mentale et la santé mentale de ses enfants? Comment gérer son travail, sa productivité et celle des enfants? Et dans l'état d'esprit du confinement. Dans l'état d'esprit du confinement, de l'incertitude de ce que sera demain. Il y a le confinement où tu es toujours avec quelqu'un parce que je parlais à une collègue, quand tu es avec quelqu'un, il y avait des problèmes avant. C'est sûr qu'avec le confinement et le rapprochement, des problèmes vont s'amplifier. Exactement. Et si la communication n'est pas là pour pouvoir se dire comment on va sortir de là, comment on va établir les limites, dire écoutez, on n'était pas bien avant. Oui. En ce moment, comment on se donne des limites pour aller de l'avant. Si la communication n'est pas là, ce ne sera pas évident. Et j'imagine que c'est des gens qui, votre clientèle, c'est des gens qui ont quand même un certain nombre d'années dans le pays, dans la région. Ça pourrait être comme un gros découragement du pays dont on pensait qu'on a une deuxième chance. Comment est-ce que vous les encadrez à ne pas tomber dans cet aspect de dire est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que je suis dans la parce que c'est quand même la pandémie. Je comprends très bien la question, mais ça n'a pas à voir avec le pays. C'est quand même une pandémie mondiale. C'est pas vraiment le Canada qui est en faute là-dedans. Exactement. Et effectivement, on a eu des familles qui étaient à l'hôtel au moment du confinement. Donc, comment les aider à trouver un logement dans un temps de confinement, comme le confinement commençait à peine. Sans confinement, il y a de la difficulté pour les logements abordables. Imagine maintenant avec le confinement. Donc, c'est de les encadrer, leur expliquer que c'est une situation exceptionnelle, mais quand même, il y avait des façons de faire. Il y avait des façons qu'on pouvait quand même chercher de l'emploi. Il y avait des façons qu'on pouvait, certaines conversations qu'on pouvait avoir pour les aider à passer à travers ce moment difficile. Et ce qu'on trouvait aussi, c'est qu'on avait beaucoup de personnes qui sont arrivées dans les derniers mois puis qui attendaient pour commencer leur cours de français. Mais là, ils ne parlent ni français ni anglais. Ils vont suivre la télé en arabe.
Mais comment leur communiquer l'information parce que la façon que, par exemple, le Liban a géré le COVID, c'est pas comme ça que nous, ici au Canada, nous l'avons abordé. Donc, c'est de s'assurer qu'ils comprennent ce qui se passe, c'est quoi les mesures mises en place et puis comment ils peuvent quand même évoluer là-dedans. Et donc, au niveau de votre leadership, vos pairs, par exemple, quand vous êtes dans des rencontres des directrices, des directeurs, des personnes qui ont des structures comme les vôtres, les négociations se faisaient comment, les rencontres se faisaient comment, comment vous prenez soin de vous-même et continuez à prendre soin des autres? C'est ça la question. L'éternelle question pour la direction, parce que on a déjà nos enfants à la maison, on a nos employés, on a notre clientèle, et puis souvent on a tendance à s'oublier effectivement. Donc c'est vrai qu'on prenait le temps de s'appeler, on prenait le temps de s'appeler parce que nos rencontres étaient chargées. C'était je me rappelle au début du confinement, et quelqu'un m'a appelé, m'a dit comment ça va les vacances? Mais c'est pas des vacances, parce que nous on était vraiment au cœur de l'action. Au cœur de l'action. Au cœur de l'action. Puis nous, on avait beaucoup plus de rencontres et des rencontres très chargées, donc il fallait qu'on prenne le temps de s'appeler après pour se dire la fameuse phrase, ça va bien aller. Est-ce que ça va bien aller? Oui, la ça fameuse phrase. Puis, oui. Et le déconfinement, en terminant cette première partie de notre entrevue, le déconfinement, comment est-ce que ça se vit? Plus ou moins bien, je dirais, parce que les gens ont quand même cette peur. Ils se disent, pourquoi il y a quelques semaines, on me disait, ne faites pas ci, faites ça, non. Puis là, maintenant, c'est oui, c'est correct, tu peux le faire. Le port du masque, tout est encore en questionnement pour plusieurs. Donc, ça se fait relativement bien. On est quand même content d'avoir une plus grande liberté, de pouvoir avoir des contacts humains en dehors de notre cercle, et surtout pour ceux qui sont à la maison seuls. Mais ça va bien. Puis je pense qu'en mettant les mesures en place pour notre clientèle surtout, et en leur disant, écoutez, rassurez-vous, on a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la contamination dans nos bureaux. Mais c'est sûr qu'il va falloir continuer à repenser nos façons de faire, parce que les festivals à plusieurs personnes, même si c'est permis, il y aura toujours une réticence à aller de l'avant ou à aller à ces événements-là. Et donc, quand la prudence, on continue à regarder ça, même si le quotidien, la vie, on veut continuer quand même à la reprendre progressivement. Oui. Bon. Écoutez, merci encore de ce témoignage-là, et je pense qu'on va explorer la notion du vivre ensemble dans la prochaine partie de notre émission. Donc, je suis accompagné de Mme Bettina Bélizer, qui est directrice générale de l'accompagnement femmes immigrantes de l'Outaouais. Donc, on parle de leadership féminin ici, on parle de comment se faire sa place et comment prendre soin des autres. Donc, on prend une courte pause et nous, on revient dans quelques minutes pour la suite de cette émission. Ne quittez pas. Ici Jean-Marie Vianney. À notre prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Bettina Bélizer, directrice de l'accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais. Elle nous parlera de son expérience et des implications du Vivre Ensemble. C'est une invitation à ne pas manquer. Soyez des nôtres, on vous y attend. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, c'est M. Rénal Barbary qui va nous faire rencontrer l'Yaoub. On vous attend. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers.
De retour à l'émission Vivre Ensemble, donc je suis accompagné de Bettina Bélizer, donc la directrice générale de l'AFIO, donc qui est l'accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais, donc qui est avec nous. Donc on revient avec toi, Bettina, on va parler de la notion du vivre ensemble. Et donc l'émission s'appelle Vivre Ensemble, pas pour rien. Et c'est depuis la réalité de nos cousins ou nos frères des États-Unis et même ici au Canada. Donc, on parle de plus en plus des droits des personnes de couleur, des personnes noires, de la diversité des Premières Nations et des abus, etc., qui sont autour de la réalité de ces gens-là. Et puis, l'émission a pour objectif aussi de parler de ces enjeux-là et pour avec l'espoir d'entrevoir une société où nous pouvons tous vivre avec les mêmes valeurs. Et donc, pour nous, on se pose la question de savoir le vivre ensemble, pour toi, représenterait quoi? Ce serait quoi? Les mêmes valeurs et les mêmes chances. Oui. Oui. Pour moi, le vivre ensemble, c'est justement ça. C'est d'avoir les mêmes chances. C'est d'avoir les mêmes chances et de ne pas être jugé basé sur ma couleur, mon apparence, ma religion ou peu importe, autre chose qui n'est pas vraiment la personne que je suis, mes valeurs fondamentales et les actes que je pose. Mm-hmm. Pour moi, c'est ça le vivre ensemble. C'est de pouvoir vivre et puis d'avoir les mêmes chances et d'utiliser mon nom sur mon CV et de ne pas avoir peur que je ne serai pas appelée pour une entrevue. Tu vois? Donc, le vivre ensemble, pour moi, si je dirais dans une façon très... dans la vie quotidienne, ce serait... moi aussi, je m'implique beaucoup dans ma communauté. Je suis aussi la présidente de l'Association des résidents du plateau où j'habite. Oui. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau que d'organiser une fête de quartier et de voir tout le monde ensemble en train de se parler. Oui. Mais je suis consciente que le vivre ensemble va au-delà de ça. Au-delà de ça et c'est ce rapprochement entre citoyens. Quels seraient les mécanismes qui favoriseraient cette notion de vivre ensemble? Écoutez, Jean-Marie, comme le vivre ensemble, les mécanismes qu'il favoriserait, selon moi, sont à plusieurs niveaux. Oui. Donc, on parle du niveau gouvernemental. On sait que nos gouvernements ont un grand rôle à jouer dans le vivre ensemble, que ce soit par les communications, comme s'ils communiquent, la façon qu'ils communiquent l'information, ou que ce soit par les politiques qui sont mises en place, ou le gouvernement a un grand rôle à jouer. Après ça, plus tu descends, les organismes, les entreprises ont également un rôle à jouer dans la sensibilisation pour le vivre ensemble. Après ça, il y a le rapprochement humain. Entre nous, entre humains, on doit pouvoir aller vers l'autre, comprendre l'autre et connaître son histoire. Puis avant de juger la personne sur sa couleur ou peu importe, sur sa tenue vestimentaire ou sa religion, c'est apprendre à connaître cette personne-là parce que des fois, on découvre plus que les stéréotypes ou les biais sociaux qu'on leur accorde. Est-ce que vous avez l'impression que qu'est-ce qui pourrait entraver un individu X ou Y de rentrer en contact avec l'autre? Qu'est-ce qui pourrait être comme le mobile du blocage au vivre ensemble? Bien, premièrement, moi, je dirais c'est d'éviter la ghettoisation. Donc, quand dans un contexte de logement, c'est d'éviter d'avoir, je ne sais pas, des quartiers huppés, des quartiers défavorisés. C'est de favoriser que plusieurs personnes puissent habiter ensemble dans le même quartier. Déjà là, on peut favoriser ce rapprochement-là. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va rester dans nos clics. L'autre chose que je propose souvent, c'est pourquoi on a toujours des événements interculturels ou multiculturels. Pas que c'est pas bien de favoriser l'interculturalisme, mais une fois que tu mentionnes l'interculturalisme, ce qui arrive, c'est que si tu permets ce qu'on appelle une personne blanche, souvent, s'il n'est pas curieux de découvrir une nouvelle culture, il va se retirer. Ah non, mais moi, ils vont dire sûrement, moi, je suis pas raciste, je connais déjà, c'est correct, c'est pas pour moi, c'est pas nécessaire. Je connais déjà assez, peut-être. Puis alors que je trouve quand on a des événements où tout le monde est là, comme je disais tantôt, tout le monde est là et puis on favorise le rapprochement, les gens ensemble. Donc créer des conditions pour des événements qui soient des événements qui associent la participation de monsieur et madame tout le monde. Exactement. Et puis des événements qui mettent le plateau pour se sentir concerné, se sentir interpellé.
c'est exactement ça, Jean-Marie. Mais ces choses-là, on a l'impression que quand nous les disons ou on parle de ça, c'est facile à faire, ou c'est facile à mettre sur pied, et puis mais c'est que ça revient toujours à la qu'est-ce qu'on ne comprend pas comme humain dans ce vivre ensemble? Honnêtement, j'ai de la difficulté à te le dire comme qu'est-ce qu'on comprend pas parce que ça paraît simple, comme tu dis, oui. mais malheureusement, ça se fait pas. C'est pas un mécanisme qui se fait automatiquement. Puis je pense qu'on n'a pas encore compris qu'on ne devait pas utiliser le multiculturalisme. On ne s'invite pas, par exemple. Il y a des gens qui ne s'invitent pas à la célébration du mois de l'histoire des Noirs. Oui. Puis ce que je trouve intéressant avec tout ce qui se passe, c'est que la conversation est là. C'est le temps. Je n'ai jamais parler de ma situation, du racisme que j'ai pu vivre moi en tant que personne. Je n'en ai jamais parlé autant à mes amis proches, parce qu'on s'apprivoisait, on se parlait, on s'aimait, mais c'était jamais un sujet qui était comme un sujet tabou. Non. On n'en parlait pas beaucoup. On n'en parlait pas beaucoup. On se disait que peut-être ça n'intéresse pas l'autre, ou c'est notre histoire personnelle. Et peut-être que là, il y a un vent de changement, je pense. Parce que là, on n'a plus peur. Parce que je me rappelle même à la FIO, on se disait, il faut qu'on fasse quelque chose parce que l'intégration de la personne immigrante passe aussi par une campagne antiracisme, une campagne de vivre ensemble, une campagne de rapprochement culturel. Parce que c'est sûr que des fois, on ne se comprend pas. Puis les intervenantes n'hésitaient pas à nous dire qu'ils ne comprenaient pas comment aborder une personne immigrante qui venait à leur bureau. Mais là, on peut en parler ouvertement parce que dans notre campagne qu'on voulait mettre, on se disait, est-ce qu'on met le mot racisme ou on le met pas? Parce que des fois, ça apparaissait fort et puis ça choquait. Mais là, on en parle. Puis peut-être que là, c'est le vent de changement dont on avait besoin et puis qu'on va pouvoir aller de l'avant à partir de là. Parce que les structures comme les vôtres qui sont en train de prendre l'avance pour mettre sur la table pour que votre clientèle soit capable d'être sensibilisée sur un peu plus que vous le faisiez avant. C'est ça. Nous, non, on le faisait déjà avant. Puis comme je dis, on ne le mentionnait pas. On ne disait pas, non, tu ne peux pas vraiment dire ça, c'est du racisme. Non, tu ne peux pas faire ça. Là, maintenant, on peut parler plus ouvertement. On le faisait déjà parce que c'est dans le corps de ce qu'on fait. Comme je disais tantôt, l'intégration de la personne immigrante passe aussi à travers... Cette personne passe à travers un système qui a déjà des biais et des petits défauts. Puis c'est comment nous, on essayait d'arranger ces choses-là et puis à sensibiliser. Puis ça fait partie de notre travail de sensibiliser, mais on disait sensibiliser à la diversité, mais là, c'est aussi à enlever des biais racistes qui pourraient exister dans ce système. Et puis, c'est comme le vivre ensemble, ça demande, c'est une notion qui demande un peu comme dans un couple, un peu comme dans un match de tennis. Donc, il faut se lancer la balle, il faut le jouer à deux. J'adore la notion de couple pour expliquer le vivre ensemble. Parce que c'est vrai que quand tu es dans un couple, il faut apprendre à comprendre. Il faut savoir comprendre l'autre. Il faut savoir communiquer avec l'autre. Il faut savoir qu'on ne va pas toujours être d'accord, mais est-ce qu'on peut se comprendre et on peut s'accepter à un moment donné. Donc, j'adore utiliser la notion de couple parce que vraiment, des fois, c'est l'impression que j'ai. C'est le compromis tout le temps. C'est le compromis. On ne gagne pas tout le temps, il faut aller vers la zone grise ou trouver le juste milieu. Et puis, vous avez, dans votre rôle de directrice, vous accompagnez des gens qui viennent avec un héritage, un patrimoine, qui viennent chez nous, qui viennent ici et puis qui rentrent dans la famille de la région de la capitale nationale et ils viennent avec cet héritage. Donc, et parfois, ils rencontrent un autre héritage ici et je pense que c'est dans cette fusion-là. Est-ce que la fusion est automatique pour cette clientèle-là? Il y a l'inclusion, il y a l'intégration, mais l'intégration en tant que telle, elle appartient à chaque personne. Et ça dépend d'une génération à l'autre, de ce que j'ai pu constater sur le terrain. Donc, vraiment, ça appartient à la personne. Puis ça appartient aussi également à l'attitude que la personne va adopter ou
par rapport à toute cette situation qu'elle vit. Tu peux choisir d'éduquer ou tu peux choisir de te fâcher et de te renfermer. Oui. C'est quoi l'attitude que tu vas choisir là-dedans? Est-ce que tu vas éduquer l'autre pour lui dire « Ah non, c'est pas exactement ça. On pourrait travailler différemment. » Ouais, je sais pas, tous les musulmans ne sont pas comme ça. C'est pas... Donc, tu peux choisir l'attitude que tu vas adopter par rapport à la situation va faire en sorte que tu vas sortir gagnant ou tu vas te renfermer. Et puis... Mais c'est vrai que des fois, ils vont avoir cet élan pour aller vers l'autre, mais qu'ils vont se faire... Il faut aussi mettre la place pour que l'autre rentre dans ce que nous sommes, en fait. Exactement. Et en terminant donc peut-être cette émission, je voudrais vous avez des enfants, j'ai des enfants, peut-être ceux et celles qui nous écoutent ont des enfants aussi, ou la jeune génération verra peut-être ce travail-ci. Quel est le message qu'on peut leur envoyer? Je suis autant sûr que vous avez cette envie-là de passer le témoin à la nouvelle génération, peut-être pour qu'elle évite les erreurs ou qu'elle fasse ses propres erreurs, mais peut-être en évitant ce que notre génération en a commis. Oui, la génération future, j'ai confiance. Oui. J'ai confiance en eux. J'ai confiance qu'ils vont faire les bons choix. J'ai confiance qu'ils vont continuer à travailler pour éviter les mêmes erreurs qu'on a fait. Et c'est pour ça que nous, on travaille aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a la discussion aujourd'hui. C'est de s'assurer qu'on met la table pour eux, pour que ce soit différent pour eux. Moi, j'aimerais vraiment ça que je sais pas, que mon fils, lui, que le système, en fait, soit plus avantageux ou plus sage envers mon fils. Donc, et tous les autres enfants qui vont grandir avec lui. Donc, ne lâchez pas, j'ai confiance en vous. Et puis, est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose que peut-être ceux qui, les décideurs, les décideuses pourraient faire pour emboîter le pas, faciliter la tâche à cette génération? Oh mon Dieu, oui, il faudrait qu'ils nous écoutent. Il faudrait qu'ils écoutent les communautés qui disent qu'il y a un problème. Quand on dit qu'il y a un problème, s'il vous plaît, prenez le temps de nous écouter. Les décideurs, et je ne parle pas seulement de moi, je parle aussi des différents niveaux du gouvernement. Parce que souvent, ce que je réalise dans la situation actuelle, il y en a des décideurs qui vont prendre le temps de m'écouter et dire « Bettina, je n'avais pas réalisé pour moi, c'est une prise de conscience. » Et puis, il y en a un qui m'a dit, mais personne ne frappe à nos portes pour nous dire on est victime de discrimination. J'ai dit, ben oui, on le fait. Mais c'est parce qu'il n'y a pas la réceptivité de l'autre côté. Donc, moi, ce que je leur dirais, vraiment, c'est de prendre le temps de nous écouter. On n'est pas fous, on le sait ce qu'on vit. Être à l'écoute. Et être à l'écoute, définitivement. J'aimerais ça que nos gouvernements, nos élus soient à l'écoute. Vraiment. Tous les décideurs, en fait, tous les gens en poste, les organisateurs communautaires, les élus, tout le monde qui peuvent, les activistes, tout le monde qui peuvent faire un changement, qui soit à l'écoute et comprennent exactement ce qui se passe. Parce que comme je t'ai dit tantôt, le problème est à différents niveaux et chacun doit faire sa part. Et incluant vous et moi, on doit faire notre part là-dedans aussi. En tout cas, merci encore infiniment. C'est tout le temps qu'on avait. Bettina Bélizaire, directrice générale de l'accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais. Merci d'être passée à l'émission Vivre Ensemble pour partager votre témoignage, partager votre réalité et surtout parler du leadership féminin à cette émission. Merci à toi, Jean-Marie, de m'avoir invité. Merci. Et puis, on se retrouve dans quelques jours, dans la semaine prochaine, pour une nouvelle émission de Vivre Ensemble. Merci, au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mardi, l'auteur Anil Rajendra Gopal nous parlera de son tout nouveau recueil de poésie intitulé « De voyage en voyage ». Par la suite, vous aurez la chance de découvrir toutes les activités virtuelles qui se déroulent sur le site Internet du Centre national des arts. Finalement, Linda Leclerc de l'École du yoga du rire vous aidera à traverser les temps difficiles de la pandémie.
Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Cette semaine, à Nathan Parle, je reçois Julie Richer qui nous parlera de comment rester bien, même si on travaille à la maison, et Claude Andrea Bonny qui nous parlera de la reconquête amoureuse. Nathan Parle, mercredi 20h sur TV Rogers. À notre prochain rendez-vous de C'est bon cuisiner, on va explorer les oignons dans toutes leurs saveurs. C'est bon cuisiner, jeudi 13h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.